Enfin bon, toujours est-il que donc j'ai le grand plaisir, comme je ne sais pas si tous les gens m'ont écouté lors de votre présentation. Donc, vous êtes auteur de plusieurs livres aux éditions du Bief, dont le fameux 2 plus 2 égale 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Vous avez écrit aussi La perversion mathématique, l'œil du pouvoir, et vous avez écrit un livre que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer, et donc je vous remercie, qui s'appelle Macron, le président ventriloque, la figure du roi et la magie politique, et c'est paru aux éditions du Lion d'Or. Alors, vous êtes mathématicien, épistémologue, linguiste, historien des sciences et expert en système logique. C'est bien cela? C'est bien ça. C'est la définition que donnait Jacques Pradel. Ah ben parfait. Alors, euh, donc, écoutez, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Donc, je vais lire rapidement le résumé de votre livre. Après, je vais vous laisser bien entendu en parler. Mais il m'a paru un peu nécessaire de lire le résumé. Alors, vous mettez donc en résumé de ce livre, Macron, c'est un défi pour l'intelligence politique des Français, une énigme et une question laissée sans réponse. Comment expliquer qu'un homme seul, sans expérience et sans parti, et puis en quelques mois à peine prend la tête de la France, cinquième puissance au monde dotée du feu nucléaire, et pulvériser le système de clivage politique séculaire né le 11 septembre 1789. Vrai ou fausse? Révolution démocratique, vous posez la question. Donc, vous écrivez ensuite, donc ensuite le résumé continue. Arnaud Aaron Upinski relate l'aventure scientifico-policière la plus exaltante qu'il a dû mener durant l'été 2017 pour venir à bout de l'énigme. À partir du seul mot ventriloque, d'un adverbe en même temps et d'une phrase, la politique c'est un style, c'est une magie. Il découvrira au fil de l'enquête ce que nul politologue n'avait même soupçonné, la clé du triple angle mort d'aveuglement des Français. Premièrement, le secret bien gardé de l'élection de Macron au présidentiel 2017. Deuxièmement, le mystère du plafond de verre. Troisièmement, l'énigme du mal français. Pour conduire les Français jusqu'aux limites de l'impensable, la révélation d'une vision radicalement nouvelle de la science politique et d'une grille de lecture à la fois linguistique, musicologique et magique de l'art du gouvernement. Il retrouve, en parlant de vous bien sûr, puisque c'est cela, les accents pamphlétaires de Démosthène exhortant les Athéniens à sortir de leur aveuglement pour vaincre Philippe de Macédoine. Les présidentielles 2017, c'est une révolution. De même, il y aura un avant et un après le Macron, qui, à l'inverse du déclinisme, etc., et vous continuez, et vous terminez, et vous allez expliquer dans votre livre le problème et la solution à tous leurs maux. Alors, première question, comment vous est venue l'idée d'écrire un tel ouvrage? Parce que j'ai quand même, avec mon épouse, nous avons lu votre ouvrage, et là, quand même, c'est dense, et je me suis dit quand même, waouh! Donc, vous avez bien beaucoup travaillé. Racontez-nous, comment vous avez eu cette idée? Alors, la meilleure réponse, c'est toujours de poser une question. Puisque vous l'avez lu avec votre épouse, qu'est-ce qui vous a le plus frappé en dehors de ce que vous avez dit, le travail que ça représente? Écoutez, c'est un peu, je dirais, bon, vous avez fait un travail d'enquête admirable. Après, moi, ce qui nous a plu aussi, c'est vos conclusions. Page 191, vous avez mis hors de la vérité, pas de salut. Et ça, j'aime bien. Vous avez aussi mentionné en page 181 lors du choix. Et c'est vrai que j'aime bien les livres en général où il y a une solution qui est présentée ou des solutions qui sont présentées. Parce que c'est bien effectivement de critiquer et de poser des bonnes questions et d'analyser ce qui se passe, mais pour moi, comme pour quelques-uns d'ailleurs, présenter une solution, c'est toujours bien. Après, j'aime bien la façon dont vous avez traité l'ouvrage, parce que mot ventriloque, enfin, c'est extraordinaire. Alors dites-moi, Monsieur Lipinski, Écoutez, je sais que vous comment... êtes... Oui? Comment, pardon? Non, non, j'allais dire comment vous pouvez, effectivement, comment vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment un parfait inconnu, parce qu'en fait Emmanuel Macron était un parfait inconnu avant qu'il se fasse élire en 2017, comment un parfait inconnu a pu devenir président
de tous les Français, donc chef des armées, responsable effectivement du feu nucléaire, entre autres. Et comment a-t-il pu se faire élire d'ailleurs en 2022? Alors, je reviendrai sur la 4e page de couverture que vous avez lue, mais pas jusqu'au bout. Ah, Et c'est important parce que la fin, c'était la suivante. Et c'est le début de la réponse à votre question. Les présidentielles 2017, c'est une révolution. Et je vous rappelle que le livre de Macron, pour les présidentielles 2022, c'était révolution, le terme qu'il avait utilisé. De même, il y aura un avant et après Macron, etc., qui, à l'inverse du déclinisme ambiant, et là vous avez arrêté, livre le secret de la renaissance de la France. c'est Donc, vrai. donc, ma prétention, si je peux dire, dans ce livre, c'était de donner le secret de la renaissance. Et vous remarquez, comme par hasard, que le parti du président Macron, maintenant, c'est Renaissance. Et Exact. à ce titre, je tiens à dire que je lance un certain nombre de mots qui n'apparaissent pas dans la scène officielle, mais dans la scène cachée, qui conduisent à ce genre de coïncidence. Et à la page 6, vous aviez Français, riches héritiers de la langue française, la plus belle, la plus claire, la mieux établie, et comme latin des modernes, la plus apte à parler au monde de l'universel, c'est en forgeant ainsi les armes de la reconquête. Donc vous constatez que reconquête, c'était le parti d'un certain candidat. Donc, dans ce livre qui a été lu et relu, comme le mot réarmé, vous remarquez que le mot réarmé, tout le monde utilise le mot réarmé. J'ai lancé ce mot réarmé, mais pas par hasard. Lors de ma candidature à l'Académie française, en me référant à Maurice Schumann, qui, traitant de la langue française, disant qu'elle n'était pas trop atteinte, mais qu'il fallait forger les armes de la reconquête. Donc nous voyons d'une manière générale qu'il y a des mots qui clapotent à la surface des vagues, mais la logique derrière, elle ne vient pas de nulle part. Alors, comment l'idée de ce livre, si je peux dire, m'est-il venue? Et c'était le seul livre que j'ai écrit sur un président de la République, parce que l'habitude que j'ai d'un combat, je crois que vous êtes entré dans le combat, me semble-t-il, il y a une quinzaine d'années vous-même, si j'ai bien Oui, une regardé vingtaine d'années, oui, absolument. une vingtaine d'années, vous voyez. Bon, moi, j'ai commencé, si vous voulez, dans les années 73, donc 1973, évidemment. Et mon premier livre, c'était 2 plus 2 égale 5. Donc 2 Mmh. plus 2 égale 5. J'ai eu, je peux dire, le déclic lorsque, comme professeur de mathématiques, j'ai constaté que l'éducation dite nationale me demandait de détruire l'intelligence de mes élèves. D'où le titre 2 plus 2 égale 5. Et à l'époque, déjà, c'était l'inversion actuelle, comme Macron, qui vous dit la France en marche, et puis qui la met à l'arrêt. Bon, c'est comme, je sais que vous êtes intéressé évidemment à ce que Macron appelait la gestion de crise, mais qui était un assassinat de masse avec le virus, si vous voulez, le vaccin. Bon, il a encore fait l'inverse de ce qu'il avait dit, protéger les Français, et en fait, ça a été l'inverse. Donc, cette question d'inversion, je suis familiarisé avec cette question d'inversion depuis quasiment même les années 60. C'est-à-dire, je me suis demandé pourquoi, généralement, ceux qui avaient la cause la plus juste étaient constamment vaincus par ceux qui avaient la cause la moins juste. Et donc, je me suis dit, il y a un truc. Bon, bon. Et donc, comme professeur de mathématiques, j'ai bien détecté les clés que nous avons vues à l'œuvre lorsqu'il y a eu cette apparition du coronavirus et de la tactique, de la technique, de la sémantique du président de la République. C'est-à-dire qu'à l'époque, la justification des maths modernes, qui n'étaient ni modernes ni mathématiques d'ailleurs, d'une certaine manière, c'était grâce à ces nouvelles mathématiques, ce nouveau vaccin, si j'allais dire, eh bien, tous les élèves seront bons en mathématiques. C'était aussi absurde que ça. Évidemment, ça a donné le résultat inverse. Nous voyons actuellement les résultats en mathématiques. Et à l'époque, avec les mathématiciens sérieux de l'époque, eh bien, j'avais bien dit, nous aurons une crise des mathématiques. Donc, il est évident que quand on casse l'outil, eh bien, ça conduit les résultats plus ou moins rapidement. Et là, nous pourrions parler, je sais que vous êtes intéressé à la désindustrialisation, à la Mmh. destruction de l'économie, et les clés sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est cette inversion du langage par ses promesses. Et donc, pour partir, vous me demandez comment je suis venu à cette chose. Quand j'ai vu que l'éducation nationale me demandait de faire l'inverse
de ce que j'étais censé faire, je me suis posé la question. Donc, je me suis posé la question du rôle des mathématiques dans l'histoire en remontant au grec. Et donc, j'ai écrit, vous êtes allé rapidement sur mes livres, mais mes livres correspondent à, peut-on dire, une initiation, la mienne d'une part, et celle de mes lecteurs. Mais hélas, j'allais dire, je ne suis pas arrivé à percer le plafond de verre, puisque le livre Macron, le président ventriloque, la figure du roi, ça c'est Macron qui après ira à Versailles. La figure du roi, pourquoi la figure du roi? Et la magie politique. Donc ce livre avait pour but, puisqu'il y avait le sous-titre, c'était Manifeste pour les présidentielles 2022. Et dans ce livre, je donnais même le portrait robot du président qu'il fallait à la France. Donc, je ne suis pas arrivé à percer le plafond de verre. Ce livre a été totalement censuré par, disons que les médias dominants, mais également par tous les médias, quasiment tous. Je suis passé une fois, pour le citer, sur TV Liberté, qui m'a dit on ne repasse pas deux fois ici, on ne repasse pas les plats. Bon, donc j'ai été totalement censuré. Or, je dis et je redis que les clés, même de la solution actuelle, de cette demande de démission de Macron, eh bien, sont dans ce livre. Mais comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas un livre facile à lire, mais ce n'est pas facile à lire parce que le système qui nous opprime est très bien monté. Il est très intelligent. Il est séculaire. C'est-à-dire que l'esprit de l'informatique, il y a des milliers d'années de programmation. C'est-à-dire que nous ne voyons qu'un président qui s'agite et qui fait le malin en disant ah, les cuisines, les casseroles et les œufs, c'est fait pour autre chose. Bon, qui nous amuse. Mais derrière cet amusement, il y a une quantité de mystification, de programmation inimaginable. Donc, si nous voulons sortir du piège actuel, nous avons besoin de déprogrammer, j'allais dire de déconstruire la programmation qui nous a mené à ce piège hallucinant. Et nous parlerons, si vous voulez, quelques minutes de la politique du gouvernement avec cette histoire de coronavirus, parce que j'étais au cœur du chaudron, si je peux dire. Et nous sommes dans un piège séculaire qui s'est monté. Alors, moi, je suis rentré dans la compréhension de ce piège, d'une part dans les années 60, mais comme professeur de mathématiques, quand, je serai très court, mais c'est l'exemple que je cite toujours, quand on nous obligeait en principe à apprendre aux élèves que 4 est un nombre premier et Lyon est capitale, implique que Lyon est capitale de la France, il ne faut voir dans cette implication, hélas, aucune idée de déduction, eh bien là, vous avez le langage macronien déjà. C'est-à-dire que c'est un absurdistan qui a été relevé par la presse allemande. Donc, on a obligé les élèves à répéter comme des perroquets, sauver des vies, quoi qu'il en coûte, etc., des choses qui n'étaient pas démontrées et qui n'étaient pas compréhensibles. Et là, ça montre déjà, puisque ce que je vous dis, ça date des années 77, le sous-titre de 2 plus 2 égale 5, c'est-à-dire l'absurdistan obligatoire, c'était de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Or, vous constatez maintenant que tout est mathématique. C'est-à-dire toute la gestion est mathématique, on vous montre des chiffres, on vous fait défiler, et puis on vous dit après, et après il faut obéir. Et là, le grand basculement, c'était des mathématiques dites modernes, c'était le passage, et j'ai noté que vous étiez intéressé par la vérité, c'était le passage de l'enseignement mathématique dogmatique, je pèse les mots, c'est 2 plus 2 égale 4, c'est une vérité, 2 plus 2 égale 4, à la vérité axiomatique, c'est-à-dire la non-vérité axiomatique, c'est 2 plus 2 égale 5. C'est Macron qui vous dit sauver des vies quoi qu'il en coûte, et quand on a vu ce qui se passait dans les EHPAD, c'est l'inverse. Personnellement, je tiens à dire que je ne connais personne qui soit mort du coronavirus, voire du Covid-19. En revanche, je connais tout un ensemble de personnes qui sont mortes à la suite du vaccin, et très rapidement. Bon, donc on est là. Le piège se referme par l'axiomatique, par le fait qu'avec les mathématiques modernes, on a dit il fallait, le thème c'était mathématisation des situations familières, et là nous l'avons vu, nous le voyons récemment, donc on nous fait rentrer dans une société de la vérité, si je peux dire, puisque toute notre civilisation est basée sur la vérité, vérité du droit, en théorie, conquête de la vérité, vérité de l'écrivain, conquête de la vérité, et la vérité des Grecs de la science, puisque la science est une invention européenne, si vous voulez, avec Euclide, etc. Donc on passe dans une société de la liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sans vérité, si vous voulez, à la dictature totale. Et donc, il y a tout un cheminement, je vais rapidement pour arriver à ce livre, c'était donc 2 plus 2 égale 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Ensuite, je me suis dit, depuis quand la chose se passe-t-elle? Eh bien, j'ai écrit La perversion mathématique, l'œil du pouvoir.
Donc, c'était Christian Jacques, l'égyptologue, vous voyez, déjà on est dans les hiéroglyphes, qui m'avait dit ce que vous dites, nul ne le dit, et voulez-vous l'écrire? Donc, c'est lui qui avait choisi le titre, la perversion mathématique, et c'est moi qui avais rajouté l'œil du pouvoir. C'est-à-dire que la perversion par les mathématiques et la perversion des mathématiques, c'est l'œil qui permet de voir comment fonctionne le pouvoir. Et donc, ça m'amènera à ma thèse de doctorat, principe mathématique de philosophie politique, c'est-à-dire comment les mathématiques permettent-elles de dominer en politique. Bon, après le livre suivant, ça a été clé pour les mathématiques, donc je me suis dit comment expliquer comment ça marche. Et puis, après, je me suis dit comment les choses se passent-elles du côté des lettres. Et ça m'a conduit à la tête coupée. C'est ce que nous voyons, la tête coupée ou la parole coupée, c'est que si vous ne dites pas ce qu'il faut, on vous coupe la tête. Bon, donc ça, c'est la censure absolue. C'est-à-dire quand il n'y a plus de tête, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est la meilleure manière d'éliminer les opposants. Donc, ce livre qui est considéré comme mon livre majeur traite de toute la formation du langage politique et de l'inversion du langage avec le moment clé qui est la révolution prétendument française, mais qui est en fait une importation anglo-saxonne, évidemment. Alors, on fait croire aux Français encore pour les flatter, ah, c'est merveilleux, vous avez apporté le droit de l'homme au monde, mais ça, c'est le ventriloquisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit importé, en passant d'ailleurs par les États-Unis. Enfin, ça, c'est toute une histoire. Bon. Et donc, ensuite, j'étais amené, on m'a demandé d'utiliser la méthode épistémologique, c'est-à-dire la science de la vérité, si je peux dire, comment on arbitre la vérité en science, comment on arrive à la non-contradiction, sur la pièce archéologique la mieux mesurée au monde qui s'appelle le linceul de Turin. Et là, il a fallu, disons que, reconquérir l'espace médiatique contre les grands laboratoires et mondialement, puisque les grands laboratoires avaient dit que c'était un faux. Et là, nous avons pu le démontrer, ça c'était une histoire à Rome, avec 10 humiliations réunies, nous avons montré que le linceul était authentique. Et là, je fais un petit aparté. Ce qui a été dramatique dans cette gestion de crise, comme l'appelle le président, ou cette guerre, comme il l'avait dit précédemment, ou comme on peut dire ce génocide du coronavirus, c'est que les scientifiques ont parlé chacun dans son coin. C'est-à-dire que chacun racontait sa petite histoire, refaisait l'histoire entière, mais il fallait faire ce que nous avons fait à Rome, c'est-à-dire, je devais le faire, puis j'ai eu un empêchement, on m'avait demandé de le faire, c'est réunir toutes les personnes compétentes, en faire un symposium, que chacun, et j'ai retenu que vous aimez bien les conclusions, parce que comme le disent les panthères noires, il faut savoir si on est du côté du problème ou du côté de la solution, et évidemment, il vaut mieux être du côté de la solution que de répéter en rond et en boucle le problème, et donc il fallait faire un symposium, et comme je l'avais, puisque j'étais le directeur du symposium fait à Rome, il fallait que ça soit représentatif, exhaustif et conclusif. C'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on peut certainement conclure de ce qui s'est passé dans tous les domaines. J'espère que nous aurons l'occasion de parler. Et comme ça n'a pas été fait, évidemment, il y a eu ce que j'appelle le complotisme d'État qui s'est exercé, c'est-à-dire c'est comment culpabiliser les gens qu'on veut assassiner. Ça, vous avez dû le lire dans mon livre, notamment pour les massacres de septembre. Le meilleur système pour tuer les gens qui sont dans les prisons, c'est de dire qu'ils préparent un complot, donc il faut les éliminer. C'est assez innovant, comme on dit maintenant. Bon, non. Et donc, après donc, cette pièce archéologique, et j'espère que nous parlerons de la méthode, parce que toute la question, c'est la méthode de la vérité. Comment est-ce qu'on accède à la vérité? Alors évidemment, liberté, égalité, fraternité, c'est l'inverse de la solution, et c'est pour ça que nous sommes dans ce piège qui a été bien ourdi à partir du 6 octobre 1789, c'est de faire cette inversion dont nous pourrons parler. Alors je continue rapidement. Et donc, après avoir écrit La tête coupée, je suis rentré dans le système de la contrefaçon. C'est-à-dire que j'ai eu Philippe Guillaume, ancien PDG d'Antenne 2 FR3, qui, avec son nègre littéraire qui était charmant, mais qui a compris, qui est Marcel Julien, et qui a pompé mon livre, La tête coupée, pour faire un best-seller. Deux best-sellers, c'est Un président à battre, c'est La tête coupée, et Lettre ouverte à tous les Français qui nous êtes pris pour des cons, ça c'est La parole coupée. Alors c'est très important par rapport aux cons, parce que déjà à l'époque, eh bien, Marcel Julien, qui est un homme excellent, hein, c'est pas parce qu'il a prêté sa plume à Philippe Guillaume qu'il n'est pas un homme excellent, et il m'a fait une superbe préface d'ailleurs, eh bien, finalement, il dit, je ne connais pas cet homme c'est moi, mais j'ai été fasciné par le livre La tête coupée. Pourquoi? Parce que ce livre montre comment nous sommes prisonniers du langage. Bon. Et donc, Marcel Julien en a tiré un livre qui était effectivement un livre d'humeur, et je sais que vous êtes intéressé par les humeurs, les coups d'humeur, qui sont des coups de gueule, et qui sont des coups de vérité ou des coups d'éclat, enfin bon, qui doivent l'être en principe. Et donc, il a tiré un livre qui est évidemment un pamphlet
Donc, lettre ouverte à tous les Français qui ne veulent plus être pris que pour des cons. Mais c'est-à-dire, déjà, il avait bien vu que les conséquences de mon travail, c'est qu'on prend les gens pour des cons. On leur fait croire qu'ils décident alors qu'ils ne décident pas, qu'ils sont. Bon, et ça, donc, le mot con est très important. Il a été repris par les Gilets jaunes. Alors, ce n'est pas un mot très gracieux, mais il veut bien dire prendre les gens pour des cons, c'est clair. Et c'est ce qu'on continue à faire. Et nous voyons actuellement, c'était dans les manifestations des Gilets jaunes, dans les manifestations à l'occasion du masque, du vaccin, etc., au nom de la liberté, on voit très bien que nous avons une population qui cherche désespérément à faire marcher son logiciel, comme on dirait maintenant. Liberté, 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 on a pris la Bastille, la liberté, oh, c'était voulu la tyrannie, c'était voulu liberté, liberté, mais ça ne marche plus. Donc la recette ne marche plus. Alors que le tyran Louis XVI était quand même assez débonnaire, et ce système a permis de mettre Robespierre à la place de Louis XVI, mais les livres d'école continuent à nous dire que c'était très bien, c'était le bon sens de l'histoire. Alors maintenant, nous sommes pris dans ce piège terrible, et je me dis, quand les choses vont-elles s'arrêter? Parce que quand j'ai publié 2 + 2 = 5, dans lesquels j'expliquais aux parents qu'on détruisait l'intelligence de leurs élèves, bon, j'ai pensé quand même que ça allait rencontrer un certain écho. Il y a eu un certain écho, mais il a été très assourdi. Et puis, j'ai continué indéfiniment, la perversion mathématique, etc., etc. Et toujours rien, l'intelligence collective étant aux abonnés absents. Et vous me demandez comment j'ai sorti ce livre, ben, je continue. Je continue. Vous savez, Moïse était dans le désert, devant lui le désert, à droite ses chameaux, derrière ses chameaux. Bon, on continue quand même en espérant qu'un jour, comme disait Giscard d'Estaing, le bout du tunnel apparaîtra. C'est-à-dire qu'un nombre suffisant de l'élite, puisque l'élite, enfin, une vraie élite, disons, partent au combat pour en finir avec cette mystification. Et j'ai bien noté que dans vos travaux, vous disiez ça tourne pas rond, il y a quelque chose qui tourne pas rond. On nous cache, par exemple, la crise économique avec une guerre, etc. Enfin, vous voyez, j'ai suivi quand même moi aussi ce que vous avez fait. Alors, on dit, comment en finir avec cette mystification? Alors, donc, ça m'a amené après. Donc j'ai continué dans cette voie. J'ai écrit un livre sur la censure qui s'appelle Enquête au cœur de la censure et qui est évidemment condamné. C'est-à-dire que dans ce livre, j'expliquais comment on triomphait d'un grand éditeur, en l'espèce Albin Michel. On triomphait tout seul parce que mon avocat ne m'avait pas suivi, enfin mon éditeur ne m'avait pas suivi, et je devais plaider quasiment à la place de l'avocat. Bon, j'ai quand même gagné, ce qui a pétrifié complètement le monde de l'édition, et c'est une victoire qui a été totalement censurée, parce que Francis Esménard, PDG d'Albin Michel, et qui allait à l'époque présider le syndicat de la édition, se sont dit c'est terrifiant. C'est-à-dire que si les véritables auteurs peuvent montrer que nombre de best-sellers sont des contrefaçons, si les véritables auteurs peuvent gagner, nous sommes foutus. Et donc, ça ressemble presque à un roman. Le syndicat national d'édition a fait une formation des juges en disant ne condamnez pas les best-sellers parce que sinon, on ne pourra plus payer les petits auteurs. Vous voyez à quel degré d'absurdistan on est. Bon, ça m'a bien été répété par un avocat de la Cour de cassation. Donc, on est dans ce monde qui tourne à l'envers, mais tout le monde nous fait croire que le logiciel est bon, les droits de l'homme, la liberté, etc. Et donc, ce livre a été condamné. C'est-à-dire qu'un bon livre contre la censure doit être condamné. Et les raisons qui m'ont fait gagner au civil ont été condamnées au pénal. Au pénal à partir d'une contrefaçon. Donc, si vous voulez, c'est quand vous attaquez la 11e chambre, comme je l'ai fait, vous arrivez à une très grande difficulté, c'est qu'il faut une enquête policière. Quand vous découvrez que l'enquête policière n'a pas été faite, enfin, vous tombez dans un absurdistan. Donc. Et alors, donc, ça m'a ici. Après, j'ai constaté que Versailles était utilisé par les États-Unis pour détruire l'art en général. Donc, c'est l'exposition de Jeff Koons. Donc, ça a fait beaucoup de bruit, là, quand même. On est arrivé à aller jusqu'au Conseil d'État qui s'est déclaré incompétent, évidemment. À la fin, bon, c'est toujours la même histoire. L'issue est toujours la même, si vous voulez. On le voit actuellement. Et puis, en continuant, donc, il y a eu la fameuse opération de massacre au nom de la santé. On vous tue au nom de la santé. Et donc, ça montre effectivement, c'est ce que je dis dans ce livre, vous êtes dominé par la peur. Je vous rappelle que dès le début, c'est tout à fait la première introduction, je dis, vous êtes dominé par la peur. Bon, donc déjà, c'était la peur. Et donc, la peur, c'est l'arme absolue. Et donc, là, nous avons, donc j'ai employé ma méthode, qui est la méthode scientifique, la méthode scientifique de plus de 4, pour tenter de sauver les vies, sauver ce qui pouvait être sauvé. Parce que j'ai dirigé un laboratoire pharmaceutique, je fais une trentaine d'AMM, et je sais comment marche la cuisine. Et là, j'ai vu que je n'arrivais pas, j'ai contacté tout un ensemble de personnes, mais j'ai vu que
les gens ne veulent pas appuyer là où ça fait mal. Parce que, disons que toutes les institutions que nous avons qui sont royales, les Français ne le savent pas, mais c'est une contrefaçon. C'est là qu'on revient à la contrefaçon. Le Conseil d'État, c'est le Conseil du roi. L'Assemblée nationale, c'est les États généraux permanents. La Cour des comptes, c'est l'ancienne Chambre des comptes. Donc, vous voyez, donc l'idée, c'est qu'ils ont, c'est le troisième point que vous avez vu, parce que je dis qu'il y a 3 angles morts, et vous aviez, le troisième concerne effectivement la tête coupée de la France. C'est-à-dire qu'il y a une tête, le roi a été remplacé par un président et des lobbies derrière, et ça continue comme ça peut. Bon. Donc, ce qu'il fallait, la, les Français ont été dans une situation de tête coupée, c'est-à-dire que les institutions n'ont pas fonctionné. Je prends l'exemple le plus simple. Bon. Lorsqu'un gouvernement fait quelque chose, c'est ce qu'a fait le roi depuis le Moyen Âge, il s'est entouré de gens compétents. C'est-à-dire qu'il y a eu le Parlement, vous avez la Cour des comptes pour les comptes. Donc, la tête qui dirige, parce qu'il n'y a qu'une seule tête qui peut diriger, c'est évident, tout doit être assemblé à un moment dans une tête, mais il faut que la tête soit bien conseillée et bien nourrie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un président de la République, c'est-à-dire que, disons que le général de Gaulle avait bien vu que les lobbies s'étaient emparés du Parlement, c'est-à-dire que ce n'est pas le peuple qui est souverain. Bien entendu, les députés sont pris en main d'une manière ou d'une autre. De toute façon, les partis, il faut les payer. C'est Macron qui avait eu le plus, d'argent pour sa campagne à gagner. Donc tout ça, c'est une cuisine. On prend vraiment les gens pour des cons. Et il faut que ça s'arrête. C'est mon but. Vous voyez pourquoi j'écris ce livre. C'est en espérant qu'on ne prendrait plus les gens pour des cons. Et puis je vous rappelle que quand même en haut, vous ne l'avez pas montré, Macron, le président ventriloque, vous avez ici les fils qui sont au-dessus, et puis la tête, la couronne, c'est le roi. Bon, le roi, faisant le roi. Bon. Et donc, ce qui s'est passé pour cette histoire de coronavirus, c'est en appliquant la méthode scientifique, on voit tout de suite, comment les choses sont engagées. Et en dépit des lettres que j'ai faites, notamment une lettre ouverte au président de la République et compagnie, qui a été portée par les Gilets jaunes le 28 mai 2020, il y a eu 200 000 vues, la vérité n'arrive pas à percer. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un, les personnes vous disent oui, c'est vrai, etc., mais on ne peut pas. Bon. Or, si vous prenez les choses scientifiquement, si vous voyez, depuis le début, vous voyez très bien, et vous l'avez dit vous-même, comment, alors on peut dire que c'est la plus grande mystification ou une des plus grandes depuis l'histoire de l'humanité, mais on peut même dire que ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire que ce mensonge assassin, tellement contre l'évidence, on n'a jamais vu d'exemple à ce niveau-là. Je commence pour montrer, mais quand vous avez vu les auditions, notamment les médecins qui se sont couchés complètement, si vous voulez, bon, vous voyez quand même que la grande idée que le peuple est souverain, qu'il y a une intelligence collective qui se manifeste, en fait, c'est le contraint de la Boétie. Quand le chef parle, tout le monde obéit. J'ai connu ça dans le Pacifique avec les cannibales. La société cannibale, vous avez le chef, vous avez les tueurs et ça marche. Eh bien, la société soi-disant démocratique, elle marche de la même manière. D'ailleurs, Robespierre, il avait ses tueurs et ça marchait comme ça. Alors maintenant, c'est plus sophistiqué, c'est plus subtil. Mais ça revient toujours au même. Et la censure, c'est couper la tête. Et quand les gens ne peuvent plus parler, c'est comme si on leur a coupé la tête. Bon. Alors, il fallait savoir, je dirais ça simplement, ça n'a pas été relevé, c'est comment les Français sont rentrés dans l'entonnoir de l'obéissance. Et chacun a peur. On a peur de son patron, vous l'avez lu dans mon livre, on a peur de ci, on a peur de ça. Et au total, les infirmières, et je n'ai rien contre les infirmières, ni contre les médecins, etc., mais ils voyaient l'assassinat par le Rivotril, mais comme ils voyaient qu'un petit bout, ils disaient, bon, peut-être, et ils passaient à autre chose. Mais, donc, on se plaint pendant la guerre des camps de concentration, des choses, etc., mais le système est toujours le même. Une fois que le pouvoir est en place, que le 1 est en haut, tout le monde obéit. Et là, donc, le héroïsme, c'est de dire non. L'héroïsme, donc quand il le faut, évidemment, ce n'est pas par principe. Bon. Et donc, il faut accepter, ça c'est le christianisme des apôtres, il faut accepter de risquer sa vie. C'est-à-dire que si on ne risque pas sa vie, ben, on ne va pas très très loin. Enfin, la vie, d'ailleurs, ça peut être même le salaire, etc. Bon. Et donc, ce qui est très intéressant, hélas, et dramatique, c'est comment un pays quand même, un grand pays, peut-on dire, qui a un passé prestigieux, le pays de Descartes, le pays de Pascal, est-il rentré dans un degré d'avertissement, d'asservissement et d'assassinat généralisé, sans que l'intelligence ne soit arrivée à nommer ce qui est. Je prends la lettre du 24 janvier 2020 du courrier Picard, ça pourrait être un autre. Avant qu'il y ait un seul mort en France, eh bien, il disait qu'il faudrait rester chez soi. Tiens,
Donc, il avait une lanterne magique. Donc, on voit très bien qu'il y a eu un plan de communication, après on a parlé de McKinsey, qui a été extrêmement fait pour éloigner le médecin du malade. Ça, c'est la première dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que ce plan, il fallait absolument éloigner le médecin du malade, parce que si on avait laissé les choses, si le gouvernement, les choses s'étaient passées sans qu'il intervienne, on ne s'en serait même pas aperçu. Je vous rappelle la grippe de Hong Kong. Donc il fallait absolument créer le choc pour que le plan se déroule. Bon. Et donc le courrier Picard a commencé à faire entendre la petite musique. Alors ce qui est quand même dramatique, ce qui est dramatique tout de même, c'est que quand vous voyez un médecin, vous pensez quand même qu'il va vous soigner, qu'il a une conscience professionnelle. Ça, c'est le serment d'Hippocrate. De même, quand vous voyez un pompier, vous pensez qu'il va éteindre le feu. De même, quand vous voyez un juge, vous pensez qu'il va juger. Eh bien non, tout ça, ça ne marche pas du tout comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et donc là, on a dit aux gens, restez chez vous. Après, avec le Doliprane, et vous savez que le Doliprane masque les effets. Mais si rien n'avait été, il n'y a pas eu de plan du gouvernement, qu'est-ce qui serait passé? Et ce que je vous dis, ce n'est pas sorti des nuages. Bon, vous avez le docteur Besnénou, je le cite parce qu'il est il est sur mon site notamment. Eh bien, il a fait une vidéo qui est extraordinaire. Il dit: nous avons enfin la solution. Dès avril 2020, nous avons laissé partir ou mourir nos amis. Mais maintenant, nous avons la solution. C'est-à-dire, c'est la solution qu'un médecin trouve en cherchant dans sa boîte à outils. Et qu'est-ce qu'il cherche notamment? Il prend des antibiotiques. Donc, dès avril 2020, le docteur Besnénou n'est pas le seul, je vous dis, il y en a plein, qui avaient la solution. Mais comment se fait-il que ces vérités individuelles, et individuelles, il n'y en avait pas qu'un, comment se fait-il, puisque vous êtes intéressé par la vérité, que quand quelqu'un a une vérité de salut public, qui est vérifiable, qui est contrôlable, qui est généralisable, eh bien, ça ne se traduise pas en vérité publique, en vérité politique, en vérité médicale. Et ça, c'est mon combat. C'est-à-dire que la vérité, qui est le fondement de notre civilisation, et j'allais dire le fondement de l'intelligence, elle est interdite. Bon, et elle est interdite même dans les tribunaux. Hein, ça, je pourrais le dire, j'ai expérimenté, c'est ce qu'on appelle l'exception de vérité. Et si vous allez sur le site de la Cour de cassation, vous avez Madame Monetti, qui a été la personne qui a falsifié mon affaire, qui dit que la recherche de la vérité, c'est-à-dire l'exception de la vérité, est un parcours tellement semé d'embûches qu'il est quasiment impossible d'y arriver. Mais voilà où on en est. Alors vous dites, mais que font les gens? Quand vous voyez ça sur un site, vous hurlez quand vous êtes bien fait. Eh bien, rien ne se passe. La servilité, on n'a jamais eu autant de servilité qu'à notre époque. Pourquoi? Mais parce que les moyens de pouvoir n'ont jamais été aussi forts, les moyens de rétorsion, les moyens des médias. Donc, on se sent tout petit, si vous voulez. Comment peut-on avoir raison tout seul? Et on finit à la limite par se dire, suis-je fou? Et la personne de mes lecteurs qui m'a le plus fait plaisir, si je peux dire, quand j'ai écrit 2 plus 2 égale 5, c'est lorsqu'elle m'a dit, grâce à vous, je sais que je ne suis pas fou. Voilà. Et le gouvernement nous rend fous. C'est-à-dire en disant, et le mot complotiste et compagnie, ce sont des mots pour rendre fou. Vous voyez. Et donc, le véritable complotiste, je ne cesse de dire, c'est le complotisme d'État. Le grand chef du complotisme d'État, c'est Macron, avec ceux qui sont au-dessus par ailleurs. Alors, je continue. Donc, comment je fais? Je parle de mon livre, comment j'y suis arrivé, parce que toujours, c'est l'espoir. Donc, j'avais écrit ce livre. Oui, c'est vrai que ce livre, je vais revenir en arrière, chronologiquement très rapidement. C'est-à-dire que quand vous utilisez la méthode scientifique, et l'ennemi de la dictature, c'est l'esprit scientifique. Le grand ennemi, c'est la vérité. Ne parlons pas de liberté d'expression, parlons de liberté d'expression de la vérité. C'est ça qui est important. C'est pas de parler, si vous voulez. Bon. Eh bien, après, vous avez, donc j'ai dit que la solution, nous l'avions dès avril 2020. Donc, elle a été interdite, la solution. Et quand vous prenez, par exemple, le discours d'Édouard Philippe se présentant comme Premier ministre, mais de quoi? On peut se poser la question. Quand vous prenez son discours, je vous l'ajoute, on voit très bien que tout était fait pour ne pas avoir la solution. Je résume. D'abord, il fatigue la population. Et j'ai l'habitude d'écouter des discours. Donc, quand les gens sont fatigués, on commence à dire la chose sérieuse. Et il dit, que pouvons-nous faire contre cette soi-disant pandémie? Évidemment, si on en parle, bon, mais il y avait réellement un virus, évidemment.
Eh bien, il dit premièrement, le vaccin, il n'y en a pas. Donc, il a présenté les choses à l'inverse de la logique. Il fallait qu'il commence par parler par traitement. Parce qu'en principe, et j'ai noté que vous aviez bien dit qu'il fallait 7 mois pour faire un vaccin. Pour faire un vaccin. Vous voyez, je vous ai bien suivi. Je suis. Bon, il faut être attentif. Bon, quand on a un rendez-vous important avec une personnalité comme vous. Bon, eh bien, donc il commence par dire qu'il n'y a pas de vaccin. Évidemment qu'il n'y a pas de vaccin. Il paraît que c'est inconnu, personne ne le connaît. Bon, mais évidemment qu'il n'y a pas de vaccin. Pourquoi est-ce qu'un Premier ministre ose prendre les gens pour des cons en disant qu'il n'y a pas de vaccin alors que tout le monde le sait? C'est pour voir si les gens sont vraiment des cons. Bon, bref. Puis après, il dit il n'y a pas de traitement. Donc il a présenté le vaccin, c'était évident qu'il n'y avait pas. Puis après, il enchaîne en disant il n'y a d'ailleurs pas de traitement, ce qui était un mensonge. Et puis après, il dit qu'est-ce qui reste? Ah, bah, finalement, il faut faire un test. Bon. Mais le test, il est soit positif, soit négatif. Il continue à embrouiller les gens. Bon, s'il est négatif, on en parle. S'il est positif, vous êtes chez vous, vous êtes à l'hôpital. Alors, les gens commencent à être perdus déjà. Les gens qui sont formés aux maths modernes, c'est la deuxième génération après les maths modernes, donc il ne reste plus grand-chose dans le cerveau. J'en profite pour dire, tiens, j'ai pensé évoluer. Quand vous prenez ce livre, le latin en quatrième, quand vous voyez l'intelligence qui est à l'intérieur, eh bien, c'est à faire tomber de sa chaise les professeurs d'université, ce qui montre le désastre intellectuel. Alors, je continue. Et après, il dit, bon, bah, le test est positif. Et alors, qu'est-ce qu'il fait après? Parce que celui qui a encore un cerveau se dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a rien? Et quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Eh bien, il a osé, tout ça c'est filmé, il a osé mettre une accolade horizontale, comme ça, et dessous marque suivi médical. Mais qu'est-ce que c'est qu'un suivi médical quand il n'y a rien? C'est comme si vous disiez des gens, il n'y a rien à manger, suivi alimentaire, il n'y a rien. Quand on est formé comme moi, bac plus 1, ben, on sait qu'il n'y a rien à faire. Et c'est justement ce qui a été fait, notamment dans les EHPAD. Et ce que je vous dis, je le tiens de bonne source, puisque j'y étais. Eh bien, vous avez l'infirmière qui passe ou l'aide-soignante qui passe. Monsieur Dupont, vous allez bien? Oui, oui, ça va bien. Le lendemain, oh, je vais moins bien. Ah, vous allez moins bien. On note la température, ce qu'on appelle les fondamentaux. On note. Ah bon, vous allez moins bien. Ben, vous allez moins bien. Ben, vous allez moins bien. Bon. Et puis le jour d'après, ah, vous allez encore moins bien. Vous allez encore bien. C'est le suivi médical que nous a imposé le Premier ministre. Ah oui, oui, on suit, hein. On vous suit. On vous suit vers où? Vers la mort. Le suivi médical, c'est la suivi de l'assassinat vers la mort. Et quand, effectivement, ça allait mal, hop, on fait le 15, c'est le fameux 15, et là, hop, après, il est mort. Voilà ce qui a été fait en France, pays qui s'honore des droits de l'homme, pays que le monde entier nous envie, pays qui a lutté contre l'obscurantisme, contre. Voilà où on en est. Et pourquoi est-ce que, entre guillemets, personne n'a réagi? Ben parce qu'il y a eu des sanctions. Il y a des personnes quand même qui ont essayé un petit peu, ça s'est très mal passé. Bon. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas réintégrer ceux qui. Ben parce qu'effectivement, cela, ils risquent de faire exploser le poteau rose. Voilà où on en est. Et avec des médias, toutes les chaînes qui parlent, avec une opposition de tout le monde, etc. Mais la vérité n'arrive pas à se faire jour. Bon, voilà. Et là, on pourrait continuer dans ce domaine, mais voilà. Alors, comment le système s'est-il passé? Parce que nous avons des institutions. Donc, c'est comme dans la justice. Quand vous passez dans la chaîne judiciaire, et je suis passé dans la chaîne judiciaire, c'est le grand comique. C'est-à-dire que la chaîne judiciaire, pour qu'il y ait un bon jugement, il faut étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, comme pour faire de l'acier autre chose. Alors, c'est facile. Étape 1, hop, il l'enjambe. Ah, on a passé. Il s'est pas. Ah, non, non, c'est pas grave. Puis après, étape 2. Puis on arrive à la fin. Eh bien, aucun maillon n'a été bien accompli et on arrive au jugement. C'est comme ça que ça marche. Il faut bien comprendre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelquefois quelques bons jugements. J'ai gagné le plus gros procès en contrefaçon littéraire. Je ne dis pas comment. Mais parfois, ça peut marcher, la chaîne. Voilà où on en est. Alors, prenons-en le vaccin. Il y a quand même des institutions. Il faut faire semblant de les faire fonctionner. Bon. Alors, il fallait quand même qu'il y ait une autorisation provisoire pour le vaccin. Allez, on avait trouvé, c'est provisoire. Ben, c'est provisoire s'il n'y a rien. Donc, il fallait qu'il n'y ait pas de traitement pour que les vaccins soient autorisés. Vous voyez le topo. Donc, on dit qu'il n'y en a pas. Ah, ben, il n'y en a pas, donc attention, ça va être légal. C'est ce que M. Macron appelle, si vous voulez, le cheminement démocratique. C'est-à-dire qu'on passe par des étapes, mais on y passe. Coucou, je suis passé, mais on n'a rien vu.
C'est ça le grand cinéma qu'on nous fait. Formellement, ça a l'air exact parce qu'on met un tampon. Étape 1, paf, tampon. Étape 2, toc. Et quand on nous parle des procès de Moscou, actuellement, il ne faut pas oublier que les procès de Moscou sont les procès de Paris. Il faut lire, comme je l'ai fait, les jugements de Danton, de Robespierre et compagnie pour comprendre que la chaîne juridique qui datait de Saint-Louis notamment, avec l'appel, a été évidemment contrefaite et détournée par la Révolution pour utiliser les formes de la vérité contre la vérité. Et c'est ça le système qu'on a fait. Alors je continue. Donc, à ce moment-là, vous avez eu l'autorisation pour les vaccins parce que, effectivement, ils avaient nié qu'il y avait traitement. Voilà la falsification. Mais personne ne relève. Alors, le président Macron, bon, qui n'a pas une intelligence très épaisse, puisque vous savez que tout est programmé pour lui, c'est un acteur. Et moi, comme auteur, je sais que ce que je demande à un acteur, c'est de bien jouer le rôle que j'ai écrit pour lui. Donc, c'est un acteur. Bon. Eh bien, il a dit à un moment donné, après avoir dit c'est la guerre, une fois que tout le monde était aux abris, il a dit bon, maintenant, ce n'est pas la guerre, c'est une gestion de crise. Mais vous avez vu, pendant la guerre, on ne gère pas une guerre. C'est pas une gestion, la guerre. Ah non, là, c'était. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit que c'était la guerre? Parce qu'effectivement, il a arrêté. Parce qu'il y avait une procédure. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'État, soi-disant de droit, c'est l'État qui a écrit tout ce qu'il fallait faire et qui a trouvé le moyen de ne pas le faire. C'est exactement l'inverse. Bon, parce qu'il y a une procédure. Vous comprenez bien qu'avec le coût des fonctionnaires, il y a des gens qui se disent tiens, au fond, s'il y a une épidémie, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il sera payé pour faire ça. Donc, il y a des gens qui disent tiens, je vais m'écrire une petite procédure. Bon, elle existe, cette procédure. Je l'ai publiée dans ma lettre ouverte au président de la République du 28 mai. J'ai dit ce qu'il fallait faire, parce que n'importe qui peut le savoir. Bon, eh bien, la procédure, elle existe. Et vous avez à l'hôpital militaire, c'est connu. Et cette procédure, qu'est-ce qu'elle dit? Je serai très court. Et c'est la procédure qui obligeait le président Macron, mais qui obligeait le ministre de la Santé, et qui n'ont pas respecté. Parce qu'ils ont violé la loi, ils ont violé la morale, ils ont violé leurs obligations. Il faut voir. Bon, et qui va le dire? On va y dire. Bon. Eh bien, que dit cette procédure? Et Bégin, elle est à l'hôpital Bégin. Bon, et qu'ont fait les services militaires? Qu'a fait la santé militaire, soi-disant qu'il a mis des tentes? Mais il ne suffisait pas de mettre des tentes, il fallait appliquer la procédure. Or, que dit cette procédure? Qu'en cas d'épidémie, parce que ce n'est pas la première épidémie, je vous rappelle que le serment d'Hippocrate, le premier livre qu'il a écrit, c'est sur les épidémies. Alors qu'on ne nous dise pas, qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une épidémie. Mais vous voyez ce qu'on fait ingurgiter avec les maths modernes? Bon, les maths modernes, c'est vrai parce que je vous le dis. Bon, voilà. Bon, il n'y a plus de démonstration. Les théorèmes, on nous dit, il faut les apprendre par cœur maintenant. Ah bon, c'est par cœur. Eh bien, non mais c'est hallucinant. Bon, eh bien, ce qu'elle disait cette procédure, je ne prendrai que deux choses. Je ne voudrais pas fatiguer nos auditeurs. Bon, qui n'ont pas mon expérience, si je peux dire. C'est le privilège de la jeunesse. Premièrement, fermer les frontières. Et qu'a fait le président Macron? Il a fait un bras d'honneur. Donc, il a violé la procédure. Premièrement. Les frontières, ça n'arrête rien, etc., etc. Premièrement. Et le deuxième, qui est encore plus important que la première, c'est que la procédure obligeait le président de la République, le ministère de la Santé, les médecins à mettre en première ligne, tenez-vous bien, les médecins généralistes. Et j'entends encore le président Macron dire que les premières lignes sont les hospitaliers. Non, mensonge, violation de la loi. C'est-à-dire qu'il fallait mettre en première ligne les médecins hospitaliers, comme je l'ai dit dans ma lettre avec la procédure. C'est-à-dire qu'il fallait un système, d'ailleurs, si vous voulez, actif pour demander ce qui se passait chez les médecins. Bref, ils ont fait effectivement ce qu'il fallait pour obtenir les résultats avec ce prétendu vaccin qui n'en est pas un. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, je reviens à mon livre. Comment arriver à restaurer la vérité, l'intelligence? Alors, dernière chose quand même, vous ne l'avez pas dit, mais je suis président de l'ERAMA. L'ERAMA, c'est l'Alliance internationale pour la reconnaissance des apports de Maurice Allais, le prix Nobel en physique et en économie. Maurice Allais, et là, son livre Mondialisation, destruction de la croissance et de l'emploi, 1999, il a tout dit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la peine d'être je ne sais pas quoi pour vous. Il suffit de regarder la vérité. Il a regardé ce qui se passait et si vous voulez, ce qui est à la portée d'un imbécile, ce qui n'est pas le cas de Maurice Allais, évidemment, que je respecte, évidemment, bien entendu, c'était que depuis le haut Moyen-Âge, quand vous avez un procédé de fabrication, vous le gardez secret et vous en tirez les profits qu'il faut. Or, qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Et j'ai participé au renflouement de France Télécom, je pourrais vous en parler, avec les contacts avec l'Élysée, etc. Parce que quand on est passé par divers, on voit comment la cuisine fonctionne.
eh bien, ça a consisté, la mondialisation, à donner son savoir-faire à l'étranger et à importer un déficit commercial et du chômage. Ce n'est pas la peine d'être très intelligent pour le comprendre. Or, comment a-t-on fait? Je pourrais vous raconter l'histoire, mais bon, ça sera peut-être une autre fois. Mais donc, la destruction de notre tissu industriel a été faite sciemment, volontairement. Comme, bon. Et donc, ça, Maurice Allais, donc qu'est-ce qu'il disait, Maurice Allais? Il a dénoncé, il appelait ça le protectionnisme. Bon, ben, le protectionnisme, c'est ce qu'on nous dit maintenant, il faut protéger les choses. Eh bien, il était désespéré, si je peux dire. Lui, il était dans ma situation, comme il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres en France. Tous ces gens-là sont censurés totalement. Ils ont la solution. Mais la solution est interdite, ce n'est pas la parole. Bon, et Maurice Allais a dit, je suis condamné à être téléspectateur. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu, effectivement, faire valoir ses connaissances, et c'est quelqu'un qui était reconnu puisqu'il a eu le prix Nobel. Donc tout est comme ça. Alors maintenant, comment faire? Eh bien, quand vous remontez la chaîne de contamination, si je peux dire, remonter, tester, tracer, isoler, hein, des virus politiques, vous arrivez au fait de la décision. C'est-à-dire que tous les problèmes que nous avons, tous ont une seule cause, c'est la mauvaise décision du pouvoir. Je vous rappelle que Saint-Just disait « On ne gouverne pas innocemment, la folie en est trop évidente ». C'est ce qu'il disait pour abattre Louis XVI. Et ça a donné Robespierre la suite. Et nous en sommes maintenant là. Une école qui fait des cancres. Alors que l'école, elle est connue depuis 3000 ans. On ne sait même plus apprendre à lire. Donc ça, il faut comprendre qu'il y a une volonté maléfique. Mais le problème, c'est que quand vous dénoncez cette volonté maléfique, ils ont inventé des mots. Notamment, le dernier à la mode, c'est complotiste. Alors que c'est eux les complotistes. La leçon est donnée à la maternelle. À la maternelle, on sait bien, à la maternelle, que celui qui le dit, c'est lui. Donc, il faut retourner à la maternelle pour comprendre que celui qui le dit, c'est lui. Le complotiste, c'est lui. Alors, effectivement, il y a des gens qui sont chargés de faire passer de fausses nouvelles stupides pour, si vous voulez, disqualifier les opposants. C'était bien connu, notamment en URSS, c'est-à-dire qu'on met des droits communs avec des politiques et en disant les politiques sont des droits communs. Vous voyez, et on peut presque dire que les droits communs sont des politiques pour jouer le jeu. Donc, on nous rend fous. Donc, maintenant, il faut reprendre le contrôle de notre intelligence, reprendre le contrôle de la chaîne d'évidence de logique, faire marcher nos institutions. Alors là, j'y viens. Quand Macron a dit, j'avais commencé à le dire, il a dit bon, on va contrôler que ma politique est la bonne, ma gestion. Mais vous savez qu'il a pris? Il a pris Didier Pitié. C'est-à-dire que le président Macron, pour savoir si sa gestion de crise, qui était une guerre au départ, avait été bonne, il est allé voir un Suisse qui a inventé, si vous voulez, le truc anti-alcoolique, le sérum physiologique. Bon, évidemment, il s'en lave les mains. C'était Pilate. Je m'en lave les mains. Vous savez, ça tombe bien, il y a des images qui frappent. Et effectivement, il a fait un rapport. Mais moi, je suis un professionnel des rapports. Ce n'est pas un rapport d'évaluation. Ça n'a même pas les formes. Bon. Et là, il s'en est blanchi les mains. Mais en France, grand pays, est-ce qu'il n'y a pas une institution qui a été prévue pour contrôler la politique du gouvernement? De même qu'il y a une procédure qui devait régler une épidémie. Il n'y a pas une institution, personne en France depuis 1000 ans n'avait pensé qu'il fallait quand même que le roi ait quelqu'un pour contrôler. Bah si, ça s'appelle la Cour des comptes. C'était la ex-chambre des comptes. Eh bien, la Cour des comptes, de même que le personnel médical a laissé assassiner à coups de Rivotril, clac, 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 eh bien, la Cour des comptes, il n'y a personne qui a levé le doigt en disant mais attendez, c'est à nous de voir ça. Personne. Donc, on est dans un désert institutionnel avec une apparence. C'est ça, le problème, c'est qu'on a une apparence, nous croyons que nous sommes protégés, etc. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous représente. Donc, il faut tout refaire fonctionner ce qui existe. C'est-à-dire, mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut le courage. Il faut qu'il y ait une élite. Il y avait autrefois la noblesse qui, avec la mode féodale, défendait les paysans. C'est pour ça que la basse-cour, c'était la basse-cour du château. Il ne faut pas croire que le château était fait pour attaquer les paysans, mais non, c'était fait pour les protéger. On nous a inversé encore les choses. Et donc maintenant, il faut reprendre le pouvoir. Bon. Alors, évidemment, le pouvoir, maintenant, on le fait dépendre, évidemment, des élections. Les élections sont truquées, c'est facile à voir. Macron, il représente 15%. Vous l'avez dans le livre. 15%, c'est une majorité. Une majorité, bon, bref, on est chez les fous. Donc, il faut réarmer l'intelligence, c'est ce que je dis. Et il faut que l'élite, la vraie, c'est-à-dire, dès le XIIe siècle, ceux qui sont reconnus comme les meilleurs, et non pas ceux qui sont élus. Il ne faut pas confondre les élites et les élus. Les élus, c'est l'inverse de l'élite, il ne faut pas tromper. Et les élites ne peuvent pas être pourries. C'est comme l'eau, elle ne peut pas être sèche.
Mais le poids des mots était là. Et donc, on en est là. C'était le but de ce livre, puisque vous posez la question, comment, et là, c'est la clé pour la reprendre du pouvoir, mais je constate, en dépit de mes efforts, si je peux dire, que ce livre a été totalement censuré, même la phrase clé. Alors, le ventriloquisme, qu'est-ce que c'est que le ventriloquisme? C'est de vous faire croire que c'est vous qui avez décidé, alors que c'est vous qui décidez pour. C'est ça, la base. Et en plus, c'est l'inversion. Parce que j'ai été commercial. Dans le commerce, la base du commerce, c'est de faire croire, je ne dis pas que je l'ai fait, c'est de faire croire au client que c'est lui qui a pris la décision où vous le faites prendre. C'est la base. Le client est roi. Déjà, c'est la démocratie. Le client est roi. Bon, puis le roi, c'est lui qui va payer. Bon, très bien. C'est comme le peuple souverain. Il va payer. Bon, ça, c'est une sacrée cuisine. Bon. Et donc, le principe de ce système, c'est ventriloquisme. D'une part, on vous fait croire que c'est vous qui avez décidé, et après on vous dit, vous allez nous obéir puisque c'est vous qui avez décidé, c'est vous qui allez payer. C'est pour ça qu'il n'y a plus de révolte fiscale. La révolution s'est faite sur un principe, le roi n'avait pas le droit, ou estimait ne pas le droit de lever des impôts, et le prétexte des impôts a été utilisé pour prendre le pouvoir. Je pourrais vous raconter l'histoire une fois. Et la grande astuce, c'est que maintenant, il n'y a plus de révolte fiscale, puisque c'est nous qui nous faisons mal nous-mêmes. Nous sommes masochistes. Donc, il n'y a plus de révolte fiscale, puisque c'est nous qui décidons. C'est compliqué. Monsieur Upinski, alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais de toute façon, l'heure tourne. Alors, je suis désolé de vous interrompre. C'était absolument passionnant. D'ailleurs, je pensais vous poser des questions, puis finalement, bah non, puisque vous avez développé parfaitement le sujet, enfin les sujets. Alors, écoutez, nous sommes à un peu moins de 4 minutes de la fin du direct. Alors, en conclusion, dites-moi tout. Vous avez 4 minutes à peu près pour nous faire une conclusion. Bon, écoutez, la conclusion, c'est qu'il faut lire ce livre. Le mot de la fin. Il faut lire ce livre et pour devenir voyant, magicien et reprendre le pouvoir. Donc ça, c'est la clé. Et je dirais que il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une élite qui se lève, chacun dans son domaine, et il faut reprendre. Il faut faire une révolution de la vérité. Il faut faire une révolution de la vérité. Il faut reprendre le pouvoir dans les institutions. Il faut que les plus courageux acceptent de prendre des risques. Et je le dis, ce n'est pas forcément facile à réaliser, mais si on n'est pas prêt à donner sa vie pour ce qu'on aime, selon l'expression, eh bien, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Alors, moi, je terminerai, puisque vous avez juste la conclusion, c'est quand même la fin. Je dirais, Français, c'est vous qui êtes les authentiques initiés, parce que nous avons les armes. La France est un pays prodigieux quand vous prenez l'architecture. Pourquoi est-ce que la France est le pays le plus visité au monde? Pourquoi est-ce qu'il est admiré? Ce n'est pas pour les droits de l'homme, c'est pour cette merveille gastronomique, artistique, culturelle, intellectuelle, ces rapports harmonieux entre les hommes, les femmes, et j'en passe et des meilleurs. C'est ce qui fait cette merveille visible. Je vous rappelle que le régime des droits de l'homme n'a construit aucun monument. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Malraux. Bon, et un véritable régime montre ce qu'il est par son architecture. Et ça, c'est l'architecture, c'est la représentation de l'ordre des choses. Alors, je terminerai, puisqu'il y a 4 minutes, c'est que je dirais, nous avons tout pour gagner. Mais il faut que nous nous mettions filtrés, hiérarchisés. Bon, j'ai testé, tracé, isolé les virus pour les éliminer. Bon. Donc, c'est vous qui êtes les authentiques initiés aux arcanes du ventriloquisme et de la haute science de la magie politique. La clé, c'est la magie politique. Vous êtes convaincus que vous n'avez pas tant à lutter contre les éléments matériels, des forces mécaniques, des êtres de chair et de sang, que contre des pièges cachés dans un langage truqué, contre la flûte enchantée du langage révolutionnaire qui fait les choses à l'inverse de ce qu'elle dit, dont la musique inversée vous conduit aux abîmes à votre insu, contre les forces de l'esprit doté d'une haute science de magie politique qui vous est jusque-là interdite. C'est-à-dire que la magie politique, je rappelle que Macron a dit, la politique, c'est un style, c'est une magie. Aucun journaliste lui a posé la question. Vous êtes maintenant les voyants, à la suite de la lecture du livre, évidemment. Vous êtes les voyants, les entendants et les magiciens
universelle des secrets primordiaux, de l'inversion du langage, de la triangulation ventriloque, des valeurs et des symboles, du double dictionnaire de la langue révolutionnaire ventriloque, d'aveuglement, parce que nous sommes aveuglés, de la figure du roi, comme réponse à la fracture démocratique paralysant la France depuis 3 siècles. Vous qui possédez l'antidote absolu, après la lecture du livre, bien entendu, de la magie d'aveuglement, du mal français, les armes de l'intelligence, Moré géométrico, le rôle de la géométrie, rendant l'ennemi invisible, parce l'ennemi est invisible, ce glaive de vérité de la révolution sémantique permettant de terrasser mathématiquement, grammaticalement et symboliquement ces figures ventriloques de mystification, ce rasoir de non-équivoque de la langue de Molière, rétablissant l'accord parfait, le réalignement musicologique idéal entre l'esprit et la chose. Vous qui, fort de ce prodigieux arsenal de guerre sémantique, fort de ce savoir que la révolution musicologique du monde est l'arme d'invincibilité de l'harmonie du modèle français, le modèle français, contre le chaos du modèle anglo-saxon qui nous dirige, vous avez tout pour vaincre à l'horizon 2022, je disais. Mais maintenant, l'horizon est porté. Et j'arrive à la conclusion, français. Et c'est la France qui a un rôle à jouer. C'est vous et vous seuls qui, détenteurs des secrets du ventriloquisme et de la magie politique, authentiques héritiers du trésor légitimement des symboles de cette civilisation trimillénaire dont Versailles est la figure emblématique, êtes enfin prêts à réenchanter le monde par la magie politique, vous qui disposez du feu nucléaire, des armes invincibles du bon droit, de la légitimité et du verbe de vérité. Et en cas d'ultime doute, n'oubliez jamais cette maxime salvatrice de Churchill, l'initiateur du LCS, dans une situation désespérée. C'est le Local Central Service qui était sous Westminster. Là où il y a une vérité, il y a un chemin. Je dirais là où il y a la vérité, la volonté et le courage. Bien entendu, il faut le courage. Car, Français, ce combat de la dernière chance que nous voyons encore dans les rues, si ce n'est pas vous qui l'engagez, c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Si ce n'est pas ainsi, c'est comment? Et je dirais que actuellement, les lamentations qu'on entend partout me rappellent le Rocho del Moro qui avait lors de la prise de Grenade, lorsque la sultane Aïcha El Oraksa, qui était la mère du dernier sultan de Grenade, disait à son fils qui s'éloignait, Bourbil, disait: tu pleures maintenant comme une femme ce que tu n'as pas défendu comme un homme. Et je dirais avec humour que ceux qui n'ont pas lu ce livre ne se plaignent plus si nous ne sortons pas du piège actuel. Et je vous remercie de m'avoir invité. Monsieur Lipinski, bravo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était franchement un plaisir de vous avoir. Donc, je rappelle, je remonte une dernière fois votre livre avant que l'on se quitte. Voilà, aux éditions Le Lion d'Or, Lion d'Or. Donc, vous pouvez vous le procurer. Je vous le conseille vivement parce que c'est très documenté, très bien écrit et très intéressant. Vous tapez Bod Upinski et on tombe chez Bod. Bod Upinski et vous tombez sur les possibilités de commande ou par Amazon ou tous les bons circuits. Ou les libraires, parce que sinon, il n'est pas si facile. Voilà. Parfait. Bod, eh bien, écoutez. D'accord. Merci à vous, Monsieur Lipinski, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Écoutez, on aura l'occasion d'en reparler dans une émission ultérieure. Ça sera sans problème et de développer d'autres sujets. Merci à tous de nous avoir suivis. Oui, merci beaucoup. Une petite information à tous nos auditeurs. Semaine prochaine, je serai avec une dizaine de personnes en Syrie pour un voyage exceptionnel, donc d'études et de témoignages pour continuer à pousser un seul message, c'est-à-dire stop à l'embargo qui pèse sur le peuple syrien. Et étant là-bas, je vous ferai un petit direct par intermédiaire de mon téléphone et que je transmettrai donc à TV ADP. Donc soyez attentifs aussi pour la semaine prochaine. Vous aurez une petite émission en direct de la Syrie. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien le bonsoir et à très vite. Bonsoir à tous.